Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'introduire cette première table ronde consacrée à la négociation collective dans le domaine de la formation professionnelle. J'aimerais soumettre à la table ronde 5 thèses à débattre sur ce sujet. Le droit des salariés à la négociation collective est garanti par la Constitution. Le point de départ de ce processus de négociation date de 1970, le premier accord interprofessionnel. Avant, il n'y avait guère de négociation. Et la négociation de branche a pris le relais seulement dans les années 80, après que Marcel Rigout, ministre de la formation professionnelle, ait proposé de développer la négociation d'entreprise. Le patronat s'y est opposé et c'est à partir de là qu'on a connu un essor de la négociation de branche sur la formation. Aujourd'hui, cette négociation représente un volume relativement important des accords négociés, alors que la négociation collective d'entreprise demeure insignifiante quant à son volume, même si, de ci, de là, il y a des choses tout à fait intéressantes. Depuis 1971, et surtout dans la dernière période, les enjeux et les objets de négociation ont considérablement évolué. La personnalisation du droit et l'individualisation aussi bien du droit du travail que de la formation modifient les thèmes de négociation. Et de la même manière, il faut rappeler que la formation tout au long de la vie concerne toutes les personnes indépendamment de leur statut et pas seulement les travailleurs salariés. Et donc la négociation collective n'est pas concernée par tous les aspects de la formation tout au long de la vie qu'on peut considérer comme un projet sociétal. Les 14 accords nationaux interprofessionnels conclus depuis 1970 n'ont pas créé de droit. En revanche, ils ont inspiré très largement le législateur. Les droits des salariés résultent de la loi. Il en va ainsi du droit au congé individuel de formation, des différents contrats de formation en alternance, du contrat d'apprentissage, du CPF, du conseil en évolution professionnelle, de la compétence du comité d'entreprise, de la VAE. Tout ceci a été inspiré souvent par les partenaires sociaux, mais la force juridique provient seulement de la loi et non pas de l'accord interprofessionnel. De la même manière, le financement de la formation professionnelle des salariés résulte d'une contribution de nature fiscale et non pas d'une cotisation sociale. Elle échappe par conséquent aux droits des salariés à la négociation collective qui peuvent l'aménager, mais qui n'ont pas le pouvoir de décider ni de son montant, ni de son principe. Par conséquent, la question de la gestion de cette ressource, la gestion paritaire, est une gestion déléguée par les pouvoirs publics et on ne peut pas considérer que le principe d'autonomie de la négociation collective et de la gestion paritaire soit respecté, comme c'est le cas par exemple pour les caisses de retraite complémentaires, comme c'était le cas pour l'assurance chômage et comme c'est encore le cas pour l'APEC. Il faut d'abord rappeler que le financement de la formation professionnelle relève d'abord de la solidarité nationale par le budget de l'État, des régions, et que ce n'est pas un objet du droit des salariés à la négociation collective. Il en va de même
de la contribution de nature fiscale des entreprises qui ne relève pas, à proprement parler, de la négociation. En revanche, la réforme récente du financement de la formation, c'est-à-dire la réduction de la contribution fiscale à 1% de la masse salariale, ouvre de nouvelles perspectives et donne, comme on disait à l'époque, du grain à moudre à la négociation de branches, éventuellement d'entreprises. Grâce à ce droit flexible, les branches professionnelles peuvent négocier des contributions financières à géométrie variable pour une durée limitée, par exemple pour faire face à des besoins en qualification non satisfaits, pour organiser également des parcours de reconversion dans leurs différents secteurs, sans qu'il soit nécessaire de passer par une contribution fiscale qui est générale, qui est de portée générale et applicable à toutes les entreprises. La question de la reconnaissance des acquis de la formation est en effet un angle mort de la négociation collective sur la formation aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est qu'en économie de marché, le principe est que l'employeur est seul juge de la capacité du salarié à occuper un emploi. Ce principe est reconnu aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la jurisprudence. La question est par conséquent de savoir comment créer les conditions pour faire prendre à l'employeur des décisions concernant l'évolution professionnelle et la reconnaissance de la qualification. À cet égard, la négociation collective est bien évidemment un instrument déterminant pour cela. La négociation sur les classifications devrait permettre de favoriser la reconnaissance des acquis de la formation. La réforme en cours des certifications professionnelles devrait permettre d'atteindre le même objectif et surtout, la restructuration des branches professionnelles en cours. Il y en avait plus de 350 il y a encore quelques années, il y en a aujourd'hui 250. L'objectif est d'en atteindre une centaine. Des branches professionnelles restructurées pourraient sans doute intervenir de manière plus significative dans aussi bien la négociation sur les classifications que sur les certifications professionnelles pour favoriser la reconnaissance des acquis de la formation et de la qualification pour les salariés. Le droit des salariés à la négociation collective est plus qu'une simple technique de gestion pour développer la compétitivité des entreprises ou mettre de la flexibilité dans le marché du travail. Elle est plus que cela. Il faut lui redonner du sens et ouvrir des perspectives pour rendre crédibles notamment les possibilités d'évolution professionnelle en cours tout au long de la vie pour les salariés, d'ouvrir également des perspectives réelles de promotion professionnelle. Le thème d'ailleurs de la promotion professionnelle n'apparaît pas une seule fois dans les 49 propositions faites par les partenaires sociaux. À cet égard, il serait bienvenu que la négociation d'un accord interprofessionnel qui est en train de se développer se saisisse de thèmes un peu ambitieux tels que la place de la formation dans l'équilibre des temps sociaux, ce qui permettrait à chaque personne, alors que l'allongement de la vie en général est une donnée incontournable, de pouvoir changer une ou deux fois dans sa vie professionnelle de métier en ayant la garantie d'un revenu de remplacement, ce qui n'est pas le cas pour le moment puisque le CPF ne finance que les frais de formation et non pas le revenu de remplacement. Et à cet objectif-là, il y a l'objectif, bien évidemment, de rendre crédible le retour de l'ascenseur social permettant des perspectives de promotion professionnelle et sociale pour tous les salariés
qui, au cours de leur vie professionnelle, s'engagent dans des parcours de formation.